Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'After Cinéma. Comment ça va l'équipe ? Hello, ça va bien. Ça va bien. Ce mois-ci, épisode spécial puisqu'on a une guest star. On a Anna Mougaglis qui est avec nous. Anna, comment ça va ? Ça va. Non, ça va, ma voix est pas si cassée en fait. Je vais pas réussir à la faire. On aurait pu le faire il y a 2 jours. Presque normal, hein. Presque normal. Bon. C'est pas la première personne qui me compare à Anna Mougaglis. On l'a C'était dit moi hier. la première fois. Non, hier, on l'a dit aussi. Ouais. Bon, vous l'aurez compris, donc Snéha qui nous rejoint a une voix un peu cassée, mais bon, on va quand même la laisser parler de film. Et je ferai une reprise à la fin de Benjamin Biolay. Voilà. Donc désolé pour la petite le petit contretemps sur ça, et c'est peut-être un peu moins agréable que d'habitude. Bon, on n'est pas non plus, c'est pas non plus la qualité de son de Daft Punk d'habitude, mais bon quand même. Et ben on est parti pour ce mois-ci avec un programme un peu chargé. On va parler d'un simple accident, de Chien 51, de la petite dernière et de Nouvelle Vague. Mais avant ça, on commence avec la rubrique tant attendue, le quiz, avec 4 questions au programme, avec une question pour chaque film, pas de jaloux ce mois-ci. Et on commence avec un simple accident. Alors, les comédiens et techniciens du film Un simple accident ont eu un certain courage puisqu'ils ont accepté de faire quelque chose qui est très rare dans le cinéma iranien. Quoi ? Tourner un film. Non, même si c'est un acte de courage, mais c'est pas ça. De ne pas être payé. Non. Ils ont bien été payés. Que c'était un film clandestin. Non, mais tu te rapproches, tu chauffes un petit peu. C'est un peu cette dimension-là. De tourner en Iran ? Non, ça les films ils le font, ils tournent en Iran, même de manière clandestine. Du coup, tourner sans autorisation, j'imagine que c'est pareil. Ça ouais, mais c'est pas ça que j'ai en tête. Bah de tourner un film iranien quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est plus précis. Il y a un truc plus précis. Ils ont accepté qu'il y ait quelque chose qui les met un peu plus à risque encore. Est-ce que c'est de jouer avec Jafar Panahi qui a... Non. C'est d'aller dans une zone en Iran qui est dangereuse. Non. En fait, c'est pas tant ce qu'ils ont fait pendant le tournage, c'est plutôt l'après, on va dire. Ah, c'est qu'ils sont allés pour faire une avant-première à un endroit. Non, ça fait partie du truc. Déjà, c'est un prolongement un peu de ça, c'est qu'ils sont venus à Cannes. Mais avant ça, il y a un truc qui d'habitude dans le cinéma iranien, notamment dans les films qui critiquent le régime, qui est pas fait. C'est quoi ? Ils ont accepté que leur nom soit cité. Exactement, un point pour Nina. Habituellement, du coup, le générique des films iraniens, notamment qui critiquent du régime, il n'y a aucun nom des comédiens et des techniciens pour pas qu'on les retrouve, parce que notamment, là, dans un simple accident, il y a une moitié du casting qui est même pas professionnel, acteurs professionnels, donc ils sont pas connus. Et pourtant, ils ont tous accepté que leur nom apparaisse. Et il y en a certains qui sont même venus sur le tapis rouge à Cannes. Donc, c'est un acte de courage encore plus, parce qu'ils s'exposent vraiment avec leur nom de famille, leur prénom, etc. Ah, c'est incroyable. Vraiment intéressant. Ouais. Voilà, un point pour Nina. Donc, deuxième question qui est sur Nouvelle Bravo, Vague. Nina. Guillaume Marbeck, l'acteur principal du film Nouvelle Vague, avait une particularité, laquelle ? Il est bègue. Non. Il est autiste ? Non. Il est handicapé. Bon, vous êtes en train de déraper, je vais mettre un indice. Il est. C'est plus par rapport à... C'était un peu improbable qu'il ait ce rôle-là, on va dire. Il n'était pas acteur. C'est pas ça, mais tu chauffes. Non, mais là, tu chauffais avec l'aspect pas acteur. Il était acteur, mais... C'était un premier rôle. Premier grand rôle. Premier rôle. Premier grand rôle. Bon, je te donne le point, c'est pas tout à fait ça, mais c'est quasiment ça. C'était son premier rôle, en fait, dans un long métrage. Il a été repéré avec juste une une bande démo auto sur YouTube, en fait, genre où il joue des scènes dans sa chambre, quoi. Et donc en fait, il a jamais fait de long métrage et il a fait que quelques courts métrages, et il a été repéré juste avec une vidéo YouTube qu'il avait postée où il montrait un peu, où il jouait des petites scénettes comme ça, même pas une vraie bande démo. Non, il a été repéré là-dessus. Parce que du coup, donc le film Nouvelle Vague, ils ont voulu un peu faire comme dans la Nouvelle Vague, c'est-à-dire caster des inconnus, puisque c'était un peu la vibe un peu dans le cinéma de la Nouvelle Vague, et donc en hommage de ça, ils ont voulu faire pareil. C'est vraiment le meilleur réseau social YouTube, je trouve. Apparemment, ouais, tu peux choper un rôle dans un film de Richard Linklater. Donc le mec a commencé par un film qui allait à Cannes, réalisé par un Américain assez connu, donc c'est quand même un début de carrière sur les chapeaux de roue. Question sur Chien 51, Dog 51. Dans le rôle de Romain Duris, un autre acteur très connu était initialement prévu, mais qui ? Georges Clooney. Non. C'était DiCaprio, mais problème d'agenda. Karim Leclou. Non. Pierre Ninet.
Non, François Civil. non, Non, quelqu'un de sa génération. Ouais, de sa Un génération. vieux, non? non, c'est pas un vieux. Omar Sy? Non, 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 Bastien Bouillon. non. Je vais vous donner un indice qui va peut-être après... Enfin, je vais vous laisser encore faire quelques propositions, après je vais vous donner un indice qui va resserrer un peu le truc. Ok. Je pense pas que tu saches. C'est une femme. De quoi? Ils ont proposé à une femme. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Non, il a dit un acteur. Ouais, un pardon. acteur, ouais. Benoît Magimel. Non. Allez, je vous Non, donne jeune, l'indice qui jeune. va resserrer pas mal le Jeune. truc. C'est que acteur, c'est pas son occupation principale. Ah, un producteur Hugo Signac. Non. Non. Non, non, non. Aurel San. Non. Il chante. Non. Il est dans le cinéma quand même. Sa première occupation, c'est un autre Ah. rôle dans le cinéma. Il est réalisateur. Ouais. Hugo Gélin. Non. Pardon. Ah Cédric Jiménez. Non. Gilles Lelouch. Non. Il fait acteur quand même régulièrement, on va dire. Il fait acteur régulièrement, ce gars-là. C'est pas Quentin Dupieux. Non, c'est pas Quentin Dupieux. Gustave Carver. Je vais vous donner à la fin, je vais vous donner un dernier indice. Là, ça va être la Attends, vitesse. Cédric Clapiche. Non, pour le moment, je vous donne pas l'indice, mais ça va je pense que ça va aller un peu plus vite après. Est-ce qu'il a sorti un film dans l'année, le réalisateur? Non, 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 non. Il Et a tourné dans un film dans l'année. Oui. Ouais. Putain, c'est dur, c'est des tortures ces questions où t'as juste tellement de gens et tu dois Ouais. connaître leur nom. Allez, bon, je sais pas quel indice je vous donne. Bon, je vais vous donner celui-là. Il y a l'un des films dans lequel il tourne en tant qu'acteur qui sort bientôt aussi. Bon, allez. Pio Marmaille. Non, il est pas français. Il est francophone, mais il est pas français. Oh putain, il est belge. Non. Il est suisse. Non. Oh, je vais pas tout vous dire. Il est québécois. Il est québécois. Ah, Xavier Dolan. Allez, un point pour Gaspard. C'était Xavier Dolan, ouais, qui devait le faire. Putain, Mais il c'est devait dur. pas arrêter sa carrière. Il est ce tellement mec. sorti Non, des non, de radars. réalisateur, ouais. de réalisateur. Mais même ça, il est revenu dessus parce qu'il là, il est en train de préparer un film. Mais donc ouais, non, c'était Xavier Dolan qui était prévu dans le rôle, ouais. Non, mais lui, enfin, franchement. C'était dur. Ouais, c'était dur. Mais parce qu'en fait, il y avait une autre question, mais je pense que vous l'avez lu. Mais je vais la tenter en bonus comme ça. Mais je pense que vous avez lu la news. Mais le rôle de Georges Kessel, celui qui a inventé l'IA, c'est qui? Vous avez repéré ou pas? Ah, l'acteur? Non, Ouais. celui du début là. Ouais, celui du tout début. C'est un mec connu. Ouais, méga connu. C'est Oh. le mec qui joue dans Anatomie d'une chute. Non, il est pas acteur justement. Là, je l'ai pas remis moi. C'est Il un est méga producteur. connu. Non, il est pas dans le monde du film. Il est Ah, chanteur. c'est Bangalter? Ouais, c'est Thomas Bangalter des Daft Mais Punk. qui a Ouais. fait la musique du film. Non, il a pas fait la musique du film. Si. Non, il l'a appelé juste pour le rôle. Mais pourquoi il est dans les crédits? Bah parce qu'il joue le rôle de Georges Kessel. Mais Ah, il fait c'est pas la fou, musique. j'avais Ah, pas je du suis tout. idiot. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Incroyable. En fait, Parce et que du moi coup, je l'ai vu son nom et je me suis dit il a fait Bah la ouais, musique mais parce non, que non. comme un con mais non. il joue que le rôle de Georges Kessel, donc du coup il a deux scènes puisqu'il y a la première scène d'intro et il y a une Ah. mini scène où on le voit en train de parler de la C'était Lia une, Alma. c'était une bonne question finalement. Ouais, mais je pensais que, en fait, vu que ça a pas mal tourné dans les news, j'ai pas voulu la poser parce que je me suis dit, il y a l'un d'eux qui va l'avoir lu et qui va l'avoir direct. Mais bon, je mettrai quand même un petit point bonus pour Gas parce que du Et coup, je l'ai pas personne reconnu. l'avait de départ. Mais ouais, donc en fait, Cédric Jiménez, il a raconté en interview qu'il l'a appelé pour lui proposer le rôle, pas de faire la musique. Et il lui a dit, bah, c'est parce qu'en fait, vu que dans les Daft Punk, t'étais un peu orienté robot, intelligence artificielle, je trouvais ça un peu un clin d'œil que tu joues le rôle du mec qui crée une intelligence artificielle qui joue un rôle important dans la société, quoi. Bon, voilà. Surtout qu'il essaie d'avoir une place là, le petit Thomas en ce moment quand même. Ouais, c'est vrai. Il tourne pas mal lui là. Ouais, il tourne pas mal et il fait des albums. Enfin, dans la musique, il est en train de revenir aussi pas mal. Allez, dernière question. Donc, bah, vous l'avez deviné, c'est sur la petite dernière. Nadia Meliti, donc l'actrice principale, elle imaginait pas du tout devenir actrice. Et même là, elle sait pas si elle va continuer à être actrice. Elle a d'ailleurs prochainement un examen pour exercer le métier auquel elle se destinait. Quel est ce métier? Bah, on connaît la réponse. Non. Ah, Ah bah non. Tu connais pas la réponse? Non. Ok, prof de sport. ouais. C'est exactement Mais ça. comment tu savais? Bah je lis en fait. Je lis des articles, des livres, des podcasts, livres, ouais, des ouais. revues, plein Non mais de trucs. bravo en vrai. Bien hein, joué, Gaspard. Gaspard. Ah. Merci. Ouais, Thomas Bangalter, je pensais que vous l'auriez tous lu parce que c'était pas mal tourné sur Allociné, alors que le truc de prof de PS, c'était un peu plus dans les interviews, un peu plus long format. Bah ouais, non, c'est ça. Donc elle est là, bah, c'était une interview en date du 30 octobre parce que je l'ai lu jeudi. Moi je savais avant. Et T'es ben, pas humble. Hein. elle a dit, je sais T'es même pas pas si humble, je vais mais t'es continuer à fort. être actrice, et elle a son examen qu'elle passe là pour faire prof de PS. Donc potentiellement, bon, j'imagine que si elle a un rôle dans le prochain Clapiche ou je sais pas quoi, le choix sera Ouais. vite fait, mais
mais en tout cas, pour le moment, c'est ce qu'elle indique. Le sport, c'est important. Et bravo pour ce mois-ci. Donc les points sont un peu partagés entre vous. Je crois que Gas en a pris un peu plus quand même. Enfin, ça, c'est pas partagé, on s'est fait quand même rouler dessus. Deux les plus gars. bonus. Vous en avez pris une chacun. 2,5 moi. Et Il Gas en en a a pris 3. Trois. Il Par avait le point Bangalter, bonus, prof de je sais PS. pas. Bah si, quand Non, même. parce que moi, le point J'étais bonus, le seul j'avais à le dit, je savoir. le joue pas si tout le monde l'a lu dans les médias et que Ok. c'était juste Voilà. un truc de vitesse. Mais Voilà. là, personne l'avait lu. Vous Voilà. l'avez deviné. 3 points pour Bibi. On passe à nos films. On commence avec notre premier film. Donc, j'en parlais tout à l'heure. C'est Un simple accident de Jafar Panahi. ببین با من چیکار کردی کثافت آشغال اقبال پا قشنگه خدا تعالی اسمش گوشم نخورده. Iran de nos jours. Un homme croise par hasard celui qu'il croit être son ancien tortionnaire. Cependant, face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s'installe. Du coup, c'est moi qui vais parler du film. Donc, je suis plutôt positive sur le film. J'ai trouvé ça bien. Après, j'ai pas trouvé que c'était une claque non plus cinématographique. Donc, je suis plutôt satisfaite, mais modérément. Bon, déjà, je suis assez admirative du fait que le film soit réalisé sans autorisation officielle, parce que je trouve que c'est une chose déjà de critiquer le régime, mais de faire déjà un film en plein milieu de la capitale sans autorisation, c'est quand même assez fort et assez courageux. Donc, moi, je suis toujours assez admirative de ça chez les réalisateurs iraniens, d'autant plus qu'après, ils critiquent le régime. Je trouve que les points vraiment forts du film, c'est que je trouve que j'aime beaucoup le rythme du film, et je trouve que contrairement à d'autres films iraniens, c'est un film qui là a voulu un petit peu mixer les genres, et il y a quand même pas mal de comiques de situation, ce que j'ai trouvé assez chouette, parce que c'était une des premières fois dans le cinéma iranien où j'avais l'impression que j'avais pu ressentir plusieurs émotions. Et je trouve que tout le synopsis de cet homme qui croit croiser son bourreau, mais en fait qui est plus très sûr, et qui du coup finit par se retrouver à demander à 10 personnes de pouvoir l'identifier, fait qu'on se retrouve dans un comique de situation qui peut presque faire un peu penser au vaudeville, pas forcément dans le quiproquo, mais dans le rythme, dans la légèreté qu'il peut y avoir de certaines scènes. Et ça, j'ai trouvé ça assez chouette et assez bien travaillé, parce que chaque personnage était quand même assez caractérisé. Donc il y en avait une qui était en train de se marier, une autre qui était photographe, donc c'était toujours assez intéressant qu'il y ait un nouveau personnage qui rentre en scène. Après, j'ai trouvé aussi que la question de rendre la justice, et de à quel point du coup tu redevenais coupable quand tu rendais la justice, d'autant plus que au départ pas au départ, mais dans le film, on sait pas vraiment si la personne qui croit reconnaître comme son bourreau est vraiment son bourreau. Donc il y a tout un dilemme moral aussi qui, je trouve, est assez intéressant. Après, moi je trouve que parmi les films iraniens qui critiquent le régime, celui-là pouvait parfois être un petit peu assez frontal dans sa critique, avec des moments où ils peuvent décrire ce qu'ils vivent en prison. Et je pense que sur la critique même du régime, j'ai trouvé que par exemple Les graines du figuier sauvage, c'était bien plus intéressant, parce que c'était vraiment, ça se passait au sein d'un huis clos familial, il y avait quelque chose aussi qui résonnait au sein de la famille, et donc pour moi vraiment sur des films qui parlent du régime, j'aurais plutôt tendance à recommander celui que je viens de citer. Voilà. C'est vrai que les gens, quand ils regardent ce film, ils pensent pas mal aux graines du figuier sauvage, je trouve. Et j'ai l'impression que les gens que j'ai vus, qui ont vu les deux, ils ont préféré les graines du figuier sauvage. Ah bah c'est marrant que tu dis ça. Ils ont eu un peu des destins similaires, d'aller à Cannes alors que le réalisateur était menacé, et d'être primé à Cannes, là où, du coup, c'est un accident plus, mais... Mais ce que je trouve fou, c'est que Les graines du figuier sauvage, si je me souviens bien, il était censé avoir le prix de la mise en scène, donc un prix... Il a le prix spécial. Le prix spécial, donc un prix bien moins prestigieux que la... même d'ailleurs un truc qui a été fait pour ce film-là, quoi. Ouais, alors que moi je l'ai trouvé quand même mieux, et je me serais attendue s'il y en avait un qui était récompensé à ce que ce soit. Toi aussi, t'as préféré Les graines. Vu que c'est des films politiques, je dirais qu'en termes politiques, je trouve ça mieux Les graines du figuier sauvage, ouais. Après, le rythme d'Un simple accident, je le trouve assez chouette, genre c'est un peu léger parfois. Et ça, c'est assez marrant, je trouve. Il n'y a pas une scène de 45 minutes dans les débris. Ouais, c'est vrai. Niveau rythme, effectivement, moi aussi, j'ai préféré Un simple accident. Ouais. Moi, j'ai adoré surtout le concept d'Un simple accident. Le truc là du bourreau et tout, j'ai vraiment kiffé.
Et après, dans l'exécution, moi, je suis pas fan des films iraniens, donc ça me fait un peu chier. Mais sinon, le concept et l'humour, j'ai bien aimé. Et moi, j'ai préféré Aux graines du figuier sauvage, parce que j'avais vraiment pas trop aimé ça. Moi, je suis assez alignée avec ce que tu dis, Sné. Et moi, effectivement, j'avais... En fait, moi, sur le point de vue politique, je pense que j'avais... En fait, j'avais peut-être préféré Les graines du figuier sauvage dans le sens où je trouvais ça plus spécifique sur la condition de ce pays-là, puisqu'il parlait des manifestations, alors que j'imagine que d'être victime d'un même bourreau, ça doit arriver dans différents contextes de crise. Après, moi, je trouve que je suis pas hyper d'accord avec toi, Gaz. Je suis d'accord que dans Les graines du figuier sauvage, il y a eu des grosses longueurs sur la fin. Mais moi, c'est un peu un des points que je trouve un peu négatif dans ce film-là, dans Un simple accident. C'est que j'ai trouvé ça un peu long. En fait, moi, j'ai eu beaucoup de moments où je me suis ennuyée. Et notamment Ouais, c'est parce vrai. que... C'est vrai que c'est long. Parce que, en fait, j'ai eu pas mal d'incompréhensions scénaristiques. Et du coup, bah, je fais peut-être une toute petite alerte spoil pour des gens qui ne l'auraient pas vu. Donc là, on va spoiler l'un des dénouements. Donc si vous voulez pas savoir, vous passez au film suivant qui est Nouvelle Vague. Et sinon, vous pouvez rester. Vas-y. Donc, il y a un moment dans le film où on comprend que le mec qui est enfermé dans la voiture est le vrai coupable. Et en fait, je trouve on fait pas du tout état de ça. En fait, la réaction des autres personnages ne change pas vraiment. En fait, je sais pas comment dire. Il y a eu des moments où j'attendais plus un déclic ou une résolution, enfin qu'il se passe quelque chose qui n'arrivait pas. Même le moment où ils se splitent, il se passe un peu rien, genre juste ils s'en vont. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça m'a un peu manqué. Et là, j'arrive à la fin, donc je continue complètement sur mon spoil. Mais à la fin, j'étais un peu... en fait, je trouvais ça incohérent. J'arrivais pas à croire que le mec se dénonce et Ouais. il dit c'est moi, et ensuite il soit je regrette Ouais. je regrette pendant 5 minutes. En fait, j'y crois pas une seule Alors seconde. qu'il a tenu de faire Ouais. pendant 5 heures et d'un coup, il devient une Et à fleur comme la une madeleine. limite, il dit bah je vous méprise, c'est bien moi, mais après il dit pas je regrette. Enfin, je sais pas, j'y croyais pas, et là ça m'a complètement sorti du film, et je me suis dit oulala. Enfin, ça m'a laissé un peu un goût amer du film. Ouais, c'est vrai. Et moi, j'ai bien aimé la scène de fin aussi. Mais toi, t'avais pas aimé cette scène. Je me souviens, Nina. La Ouais. scène oui. de fin où il revient, Cliffhanger, ouais. on l'entend. Et je trouve qu'elle est vraiment bien et très cinématographique, cette scène, parce que tout se passe dans le son. Et j'ai vraiment bien aimé cette scène. Et l'acteur principal qui jouait, je l'ai bien aimé. Ouais, je il trouvais était qu'il était super juste et Ouais. assez drôle, assez fantasque. Et en même temps, monsieur tout le monde. Donc j'ai Non, pas mais mal tous les aimé acteurs, ça. je les trouve bien. Ouais, hein. Ouais, Même ouais. la photographe, elle est bien. Même le fou et tout, il est Ouais, cool. le lui. fou, ouais. En tout cas, le mec très vénère, il est bien. Bah, la mariée et son mec, ils servent un peu à rien quand même. Ouais, c'est un peu plus faible, ouais. Parce que du coup, ils apportent pas énormément de choses en C'est plus. Ouais, ça, c'est vrai. en fait. Du coup. À part le comique bah, de le comique. situation, Oui, mais... le comique de la photographie dans l'espace un peu des. Ouais. Enfin, Ça, moi, je trouve que c'est important, le comique. Dans Oui, non, mais les ruptures de ton, je trouve qu'elles fonctionnent. Du coup, ouais. Il y a j'aime- un autre film ce mois-ci qui a une rupture de ton bien moins réussie, mais on en reparlera. Mais dans ce film-là, ça fonctionne, je trouve. Non, mais moi, je suis assez d'accord. Moi, en fait, là où je vais m'inscrire un peu différemment, c'est que le film avec lequel je le compare beaucoup, ce film, même si c'est pas très bien, c'est Les Fantômes, en fait, de Bertrand Millet, parce que c'est le même concept, quoi. C'est un gars qui pense reconnaître son bourreau et qui sait pas s'il doit y aller alors qu'il a le doute, et puis il y a la nuance entre justice et vengeance. Et je trouve que le traitement dans Les Fantômes est plus intéressant. Enfin, en tout cas, sur cette thématique-là, je trouve que Les Fantômes, moi, ça me prend plus que sur ce film-là. Mais pourquoi tu le trouves plus intéressant, le traitement ? Bah, déjà, sur l'ambivalence, je trouve que dans le traitement des fantômes, il y a moins de redondance. C'est-à-dire que moi, l'un des reproches que j'ai avec le film, mais si vous en parliez, ou un peu sur les longueurs, c'est que ça devient un peu redondant, où on rajoute des personnages, mais qui rajoutent au trouble de est-ce que oui ou non c'est lui, etc. Et que c'est à chaque fois la même dynamique qui se répète. Là où dans les fantômes,
il va dépasser un peu le sujet, où il y a quand même une espèce de complicité qui s'installe avec le pseudo-bourreau, parce qu'en fait, la nuance aussi entre les fantômes et un simple accident, c'est que dans les fantômes, il côtoie le pseudo-bourreau, c'est-à-dire qu'il va parler avec lui, des jeunes ensemble, donc il y a ce truc de relation qui se noue, qui est un peu ambivalent, intéressant, là où dans un simple accident, le gars est enfermé, et en fait, du coup, il y a un contact où il dit c'est pas moi, et puis basta, et puis après, il le remet dans le van, et en fait, il y a plus, après, ils se reparlent plus, quoi, jusqu'au reveal, mais du coup là-dessus moi je trouve que c'était moins bien traité. Et le deuxième truc, mais bon là du coup t'en parlais tout à l'heure, mais c'est fait dans des raisons, de manière clandestine, donc je salue le courage, etc. Mais maintenant quand je juge le film en tant que tel, je peux pas prendre en compte les conditions de production, et en vrai en termes de mise en scène je trouve qu'il se passe pas grand chose, genre en vrai c'est assez plat, et même les scènes où j'attendais un peu plus, où genre par exemple dans le désert où il y a un décor un peu atypique, pareil là t'as un mini travelling qui est pas dingo, et je m'attendais beaucoup plus. D'ailleurs l'affiche du film je la trouve vraiment belle, et donc je m'attendais vraiment à ce que sur la mise en scène il y ait un travail un peu plus beau, et en fait la scène qui est tirée de l'affiche je la trouve pas si folle par exemple, donc j'ai eu un peu de mal, à part peut-être la scène où il est attaché à l'arbre de nuit qui est un peu plus, mais même là je suis pas totalement emballé, on quoi. voit pas beaucoup de plans larges, c'est plus des plans serrés, même quand c'est du paysage. Au final quand ils sont dans le désert tu vois derrière les montagnes, mais elles sont pas si loin, c'est ça, donc c'est pas si beau, et t'as un moment un arbre, mais c'est quand même beau, mais c'est pas assez travaillé pour que tu te dises, d'accord. Mais du coup, voilà. Ouais. Moi, il y a quand même un truc que je trouve très intéressant au début du film, c'est que tu mets beaucoup de temps à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, il a cet accident dans la voiture avec sa femme, il arrive au garage, il y a ce mec qui panique, et ensuite tu commences à suivre ce mec qui en fait va demander plein de trucs, qui se balade en voiture, qui suit un mec, mais tu sais pas vraiment qui il suit. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, tu mets 20 minutes à comprendre pourquoi il y avait au départ une famille qui était en train de percuter un écureuil. Là-dessus, je te crois sur parole, parce qu'en fait, moi, je connaissais le concept du film déjà d'avance. Donc, c'est peut-être ça qui est dommage, c'est que moi, je connaissais le concept du film. Donc, en fait, dès le départ, en fait, j'ai fait le lien de dire, ok, le premier personnage qu'on voit, jusqu'au moment, du coup, il commence à se dire, à flipper, j'ai compris que, ok, qui était qui, quoi. Le pseudo-bourreau, c'était lui, que la victime, c'était lui, parce que je connaissais le concept. Donc, en fait, j'ai très vite compris où on allait, quoi. Donc, je me rends pas compte de la longueur. Quand tu connais pas le synopsis, en fait, le synopsis, et en fait le moment où tu te rends compte de ce qui se passe, c'est-à-dire que même quand il arrive dans le désert, il y a un long moment où tu entends quelqu'un parler dans la terre mais tu sais pas qui c'est, et en fait du coup c'est assez intéressant parce que tu mets vraiment beaucoup de temps à comprendre. Parce que toi t'as pas compris quand il marche dans l'usine et qu'on entend le bruit de sa prothèse, t'as pas compris à ce moment-là que c'était ça? J'ai pas compris que du coup le mec qui était garagiste se disait c'est un mec qui était mon bourreau et tout. Non, j'avais pas compris. Moi non plus, et cette scène je l'ai trouvée, je suis hyper alignée avec ce que dit Snéha. C'est que j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il se cache, genre trop bizarre, mais du coup ça m'a intriguée, et là ça marchait vachement bien. Ouais, mais je suis après je terminerai, mais je suis hyper d'accord avec toi, et pour même rajouter sur ce que tu dis, je trouve qu'il y a un moment où quand il switch dans en fait je vais faire le bien et qu'il commence à accompagner la femme et tout, je trouve que le personnage il perd un peu de de bon sens, tu comprends pas trop où il va et pourquoi. Je suis d'accord, tu te dis c'est pas hyper vraisemblable, tu comprends pas comment il réfléchit. Je trouve que c'est juste qu'il a aussi un côté un peu angélique, où il se dit, en tout cas les opposants au régime, même s'ils ont un petit doute moral de se dire est-ce qu'on le fait ou pas, est-ce qu'on fait cette vengeance, vu qu'il a cette bienveillance envers eux, il se dit quand même que c'est des gens bons sur toute la ligne, et qui sont prêts à sauver l'enfant d'un bourreau, et puis et à la fin, sur le choix entre justice et vengeance, ils feront le bon choix. Et du coup, je pense qu'il y a ce côté-là où il manque un peu de nuance, où en fait, le gars, bourreau, c'est vraiment le mal incarné, et les révolutionnaires, les opposants, sont beaucoup plus des gens de bien, de très bonne morale, infaillibles, qui vont avoir un petit moment de faiblesse, mais qui va pas durer, tu vois. Et ça, là-dessus, je pense qu'il est un peu plus binaire, même si en vrai c'est assez binaire quand même dans la vie, mais voilà, je trouve que c'est un peu moins nuancé. Mais moi, ce que j'ai trouvé dommage aussi, que j'aimerais rajouter, c'est que en fait, moi, tout le début, je pensais que ça allait se jouer justement sur est-ce que c'est lui, en fait. Et tout ce doute, et j'ai l'impression que l'enjeu est beaucoup sur ça, et du coup, au moment de la révélation, c'est là où je trouve que ça commence un peu à patauger, en fait.
C'est vrai. Où du coup, ils repartent sur un deuxième enjeu qui est celui de la femme. Mais du coup, on s'écarte un peu du Non, c'est de pas leur- encore. Mais non, la ils femme, savent, c'était avant. ils savent pas que c'est lui jusqu'à ce qu'ils le Non, disent. non, hein, pardon. quand même. Je dis que... Oui, mais une fois qu'ils ont dit que c'était lui, quand on sait que c'est lui, il fallait trouver autre chose pour continuer le film. Et du coup, il y a ce Ouais, truc mais- de la Non, femme non, qui Non, va c'est avant. C'est C'est avant. avant. Parce que justement, quand il révèle que C'est c'est la toute lui, fin du il film lui qui dit je te révèle. tuerai pas parce que t'as aidé ma Non. femme à accoucher. Si. Oui, mais non, mais à un moment, il y a un des mecs Oui, je suis d'accord qui avec sont allés Lina. chercher, Ouais. qui touche Qui sa sent la jambe jambe et et qui qui est en sait que mode c'est c'est lui. sûr que c'est lui. Ouais. Et Ah. donc Ah là, oui, à c'est ce vrai que vous- moment-là, Ah oui, mais pour moi, c'était pas encore sûr à ce moment-là. Ouais, pour moi non plus. Bah, moi, Bah, je- Qu'il le- tant tant qu'il qu'il avait l'a pas pas dit. avoué. Ouais, pareil. Ouais. bah pourtant, pour moi, là, eux, ils font comme si c'était sûr. ouais, je suis il se d'accord. pose plus la question, en fait. Ouais. C'est vrai qu'il se pose plus la question. Mais pourtant, à la fin, quand ils sont au pied de l'arbre, il lui répète c'est toi, est-ce que c'est toi? Ouais. Jusqu'à Il a la quand même fin. toujours envie d'aveu, quoi. Ouais, ils ont envie d'aveu, tu vois. Ouais. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils font comme si c'était ok. Genre, c'est plus une question. Genre, ils se demandent plus, mais est-ce que c'est lui Ouais, en ouais, fait. c'est vrai. Mais bon. Mais après, là où. Enfin, en fait, je suis d'accord avec vous que une fois qu'il a fait ce reveal, il patauge un peu dans qu'est-ce que j'y raconte. Mais par contre, je trouvais ça intéressant que pour une fois, ça soit pas un film qui choisisse de faire l'ambivalence jusqu'au bout de ils ne sauront jamais et ils ont fait ce choix je suis avec hyper le d'accord. doute qui leur restera pour toujours, qui est un truc qui est quand même beaucoup vu et revu. Là, j'ai trouvé ça quand même un peu audacieux de se dire bah non, en fait, je vais prendre un choix et Ouais. derrière, je vais raconter une Ouais. implication de ce choix-là, quoi. Ouais, je suis d'accord que moi aussi, ça m'a surpris qu'il y ait les aveux parce que je m'attendais à ce que le film finisse et qu'on sache jamais. Ouais. Et en même temps, ces aveux créent cette dernière scène qui, moi, Oui, m'a pas mal plu. Tu ouais, c'est vrai. Et moi, pour rebondir avec ce que tu disais, Walid, je l'ai aussi vachement comparé aux fantômes. Et je trouve que dans les fantômes, il y a vraiment un truc genre presque sensoriel où t'es vraiment avec lui, quoi. Genre tu ressens, alors que là, j'y étais pas du tout. Et moi, c'est ça que Ouais. j'ai trouvé assez différent. Ouais. Bah, c'est peut-être le côté aussi centré sur un seul personnage des fantômes qui fait que du coup il y a Ouais. beaucoup de développement, on le voit torturé, etc. Alors que les autres, bah, c'est plus une galerie et les uns se racontent ce qui leur est arrivé mais de manière un peu fugace. Donc c'est vrai qu'il y a un peu moins d'attachement que le personnage d'Adam Bessa qui porte le film, quoi. Ouais. Complètement. Je suis d'accord. Super. Bon, en tout cas, on est quand même positif sur le film, on a quand même plutôt aimé. C'est vrai que pour une Palme d'Or, c'est peut-être un peu une déception. Ouais, c'est un ça- peu faible. Hein. Voilà. Donc On va c'est pas se peut-être mentir. c'est peut-être pas une Palme d'Or qui restera. Ça manque mais- l'époque Ruben Östlund. Même Mickey, non pas Mickey, je pense à Mickey Madison, à Nora, pardon. Ah J'allais ouais. dire Mickey 17. À Nora, c'était quand même aussi une bonne Palme d'Or, mais bon, en tout cas, on vous le recommande quand même pour celles qui ne l'auraient pas encore vu. Et on passe à notre film suivant. Et ben pour le deuxième film, on revient en France, on remonte dans les années 50 et on parle de Nouvelle Vague de Richard Linklater. Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, bien sûr, le Chabrol. Et celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc Godard. C'est lui le vrai génie. Du moins, c'est ce qu'il te dira. Moi, je suis prêt à réaliser maintenant. Paris, 1959. Godard, 29 ans et inconnu, tourne en 20 jours avec des bouts de ficelle son premier film à bout de souffle. Au casting, un boxeur amateur et une star hollywoodienne. Le résultat, un chef-d'œuvre fondateur de la nouvelle vague. C'est un film que j'ai adoré de par le concept que je rappelle, c'est-à-dire des acteurs qui jouent des gens qui ont vraiment existé et tu revis le tournage ubuesque, dantesque et lunaire pour notre époque qui a été le tournage d'À bout de souffle de Jean-Luc Godard en 1959. Et c'est en noir et blanc, comme le film. Non, Oui, comme le film. Parce que moi, je l'ai pas vu le film en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé ouf, c'est que ce film Nouvelle Vague m'a énormément donné envie de voir À bout de souffle, mais que j'ai non plus pas trop envie de le voir parce que j'ai peur de pas aimer et que du coup je sois moins hype par le truc. Mais le concept, je l'ai adoré. Les acteurs, je les ai adorés, notamment l'acteur principal qui joue Godard. Enfin, du coup, il y a une partie où en fait j'ai adoré le personnage de Godard plus que le jeu de l'acteur, mais je trouve que les deux sont impeccables et je trouve que d'avoir découvert, parce que moi je connaissais rien de Jean-Luc Godard, je connaissais rien de la Nouvelle Vague, et d'avoir découvert cet univers de par ce concept que j'ai trouvé génial, parce qu'en fait quand les personnages arrivent à l'écran, c'est écrit leur nom.
Et donc tu vois qu'il y a plein de gens hyper connus que tu connais de nom qui sont là en fait. Tu vois, genre Agnès Varda, Jacques Demy. À un moment ils popent de l'écran et tout le monde se connaît. Ils fument des grandes clopes et ils parlent de cinéma. Il y a beaucoup de caméos. Hein. Genre d'apparition où ça sert à rien, mais juste il les fait apparaître, quoi. Oui, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment des caméos vu que c'est pas des acteurs connus? Bah, c'est leur personnage qui est un caméo, quoi. Ok, d'accord. Mais oui, dans ce cas-là, effectivement, ça sert à rien, mais moi, ça m'a fait kiffer, tu vois. J'étais en mode putain, parce qu'en fait, ce gars-là, il les connaît, en fait. Tu vois, c'est plus ça. Et effectivement, ça a marché parce que ça m'a hype, mais j'ai trouvé ça cool parce que historiquement, presque, et moi qui aime bien en plus cinéma, ça me parlait, mais c'est que du coup, je me disais, ok, tel mec-là, c'est de la même époque, ok, eux, ils se connaissaient, et tu vois, même avec les autres cinéastes, François Truffaut et Chabrol et tout, ouais. toute la clique, j'étais en mode, ah oui, en fait, c'est ça, tu vois, c'est ça l'histoire du cinéma français. Et c'est comme ça que ça se passe. Enfin, moi, j'imagine. Enfin, tu vois, je me pose pas la question de si c'était la vraie vie ou pas, mais en tout cas, ces gens-là, c'était des personnages, quoi, quand même. Hein. Enfin, c'est des personnages, quoi. La façon dont il tourne le film à n'importe quoi, où il écrit le scénario le matin, ça n'a ni queue ni tête, et en même temps, c'est génial. Et tu sens qu'il y a une énergie et du génie presque, qui est presque déroutant parce que tu te dis mais en fait c'est facile d'être un putain de génie, il faut juste faire n'importe quoi et du coup enfin franchement il y a des scènes géniales, la scène où ils sont avec les lampadaires sur les Champs-Élysées, la scène où il est vu d'en haut toujours sur les Champs-Élysées sur une petite fenêtre et il gueule, enfin franchement il y a plein de scènes où je trouve ça génial. Et en plus le concept franchement il régale, donc franchement je vous recommande de courir vers ce film parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel. Et les acteurs, ils sont trop forts aussi, je trouve. Ouais. Pourtant, ils sont tous pas très connus. Enfin, c'est leur premier grand rôle, quoi. Enfin, en tout cas pour la plupart. Pour tous, hein, quasiment. Pleure pas, hein, t'inquiète. Sauf celle qui joue... Ils vont revenir, hein, t'inquiète. Hein. Qui joue Jean Seberg. Elle, c'est une actrice plutôt connue américaine. Vas-y, enchaîne sur ton rôle. Sur ton rôle, pardon. Allez, retourne. Tu joues qui, du coup Raoul. Tu décides de jouer qui, genre Agnès Varda en toute humilité? Anna Mouglali, je pense. Ah oui, ok. Non mais vas-y, enchaîne sur ton avis, pardon. Non, mais je suis complètement alignée avec Gaspard. En vrai, j'ai trouvé ça trop bien. Je pense que comme je connaissais pas la nouvelle vague, j'ai trouvé que les cinéphiles étaient hyper durs avec ce film et que Cannes l'avait pas mal descendu, alors que en vrai, quand tu vois les notes, c'est un film qui est plutôt bien accueilli par le public et du coup, bah, je sais pas si le fait d'être cinéphile, ça fait que tu as une approche différente, mais en tout cas, quand tu n'y connais rien, moi j'ai trouvé ça hyper chouette et une manière très agréable de comprendre un peu comment pouvait être la nouvelle vague, en sachant que je trouve que c'est plus un hommage que quelque chose où il a voulu soit faire du film à la Godard, soit voulu représenter les choses de manière fidèle. Ouais. Je pense qu'il garde quand même son point de vue et son amour pour la nouvelle vague qui fait que du coup c'est un truc qui a un point de vue et c'est pas, il n'est pas très critique vis-à-vis de ce mouvement par exemple. Donc voilà, c'est un hommage et moi je trouve que c'est un bel hommage parce que par exemple quand tu n'y connais rien comme moi, bah, et comme disait Gas, ça te donne envie en fait d'en savoir plus, de découvrir ces films et du coup déjà je trouve que c'est un pari qui est réussi parce que moi la nouvelle vague c'est un truc qui me paraît très aride et enfin je veux dire j'ai du mal à me dire quand je vois un film sur une plateforme que je vais aller le voir et là ça m'a déjà donné envie, donc rien que pour ça déjà je trouve que c'est bien quoi. Voilà, c'est mon premier jet, après je rebondirai sur vos trucs. Moi, je suis hyper alignée avec vous. J'ai vu À bout de souffle il y a longtemps, mais je suis un peu triste d'en avoir pas beaucoup de souvenirs. Je me rappelle que je m'étais un peu ennuyée. C'est ça qui m'a fait un peu peur avant d'aller voir ce film. Mais je suis hyper alignée. J'ai trouvé que... En fait, je l'ai vu exactement comme toi. Je savais qu'il avait été beaucoup critiqué et pourtant, je trouvais que ça se voulait pas d'une représentation nécessairement fidèle. Mais que c'était... Enfin, je trouve que le film, il se montre sans prétention, genre, quand tu le vois, je trouve que c'est l'impression que t'en as. Et j'ai eu un peu pareil, les mêmes ressentis que toi, Gas. Je trouve que t'as vraiment l'impression de pénétrer dans un univers quand même ultra privilégié, et en même temps, t'as l'impression que...
je sais pas, que tu fais partie de leur groupe. Je trouve ça intéressant de voir aussi ceux qui se connaissaient à ce point. Moi, je me rendais pas compte qu'il y avait autant de connexions, par exemple avec Truffaut. Enfin, je sais pas si c'est exactement la réalité, mais en tout cas, je trouvais ça marrant de se dire ça. Je trouve que, et pareil, je sais pas si c'est exactement la personnalité de Godard, mais je trouve que le travail sur la personnalité de ce mec, elle est quand même, enfin, c'est fou, quoi. Il est, enfin, je veux dire, il est passionnant, quoi. La prétention du type, et en même temps, bah, c'est ça qui lui permet de faire tout ça, et c'est, enfin, je sais pas, je trouve que ça fait même réfléchir un peu sur des choses dans la vie, quoi. Enfin, moi, ça m'a fait grave réfléchir, et j'ai trouvé ça hyper... Enfin, ça m'a fait réfléchir après les jours qui ont suivi, donc ça, j'ai trouvé ça hyper cool. Et le rythme, je l'ai trouvé hyper bien, j'ai trouvé ça drôle. Enfin, je suis assez alignée avec vous et je n'hésiterai pas à vraiment recommander le film aussi. Ouais, c'est drôle quand même. Très drôle. Ouais, c'est ce personnage ça, je suis qui est d'accord. drôle. Très, très drôle. C'est assez drôle, c'est drôle. Alors Walid, est-ce que tu vas te... Est-ce que tu vas descendre le film? Non, pas du tout. En vrai, pas du tout. Je peux couper, en vrai, j'ai le bouton. Ouais, parce que sinon là... Je suis moins positif que vous, mais j'ai quand même globalement aimé. C'est-à-dire que je trouve le film vraiment drôle. Ça, je suis vraiment d'accord. Il est vraiment... Et même sympathique d'ailleurs aussi. Hein. Genre, je trouve il y a un côté un peu... Mais c'est un peu un défaut aussi, mais il y a un fantasme un peu d'américain de Paris des années 50, du cinéma français de la nouvelle vague, qui du coup rend le film sympathique, mais en même temps, du coup, d'un moment me lasse un peu parce qu'il y a ce côté un peu quand même. Au bout d'un moment, je me dis bon, ok, c'est pas que ça quand même, passe à autre chose. Mais voilà, donc du coup, moi, le film, je passe un bon moment. Les personnages qui m'ont le plus fait rire, c'est Raoul, son opérateur, et son assistant réal aussi, il me fait pas mal rire. Même le producteur, la figure un peu du producteur, elle est un peu cliché c'est le gars qui tient les bourses, qui a envie que ça avance, etc. Mais je la trouve très sympa. Après, sur les trucs que j'ai moins aimé, parce que du coup en fait je suis assez d'accord avec vous, donc je vais plutôt aller sur mes défauts, même si ça veut pas dire que j'ai détesté le film, hein, loin de là. Je le trouve un peu redondant quand même, le film. C'est-à-dire que je trouve que les effets humoristiques et ce qui témoigne un peu des personnages, les scènes, au bout d'un moment, notamment quand on est en train de tourner à bout de souffle, ça se répète pas mal. C'est-à-dire qu'on est beaucoup sur des scènes où il y a Jean-Luc Godard qui improvise, Gene Seberg qui pète un câble, et Jean-Paul Belmondo qui est goguenard et qui rigole et qui se dit bon bah c'est la vie, on rigole, c'est l'aventure quoi. Et en vrai la première fois ça me paraît super sympa, je rigole, je suis content de voir ces personnages là. Au bout d'un moment, ça commence un peu à me saouler. Enfin, pendant la période du tournage, je trouve que c'est un peu plus difficile parce que le film se répète beaucoup avec Jean-Luc Godard qui arrête la journée de tournage un peu plus hyper tôt, etc. Où je me dis, bon, ok, ça y est, tu me l'as fait 4-5 fois, faut peut-être que tu fasses autre chose. Donc ça, c'est un peu ma limite, c'est notamment pendant le tournage. Bon, après sur les caméos, j'ai dit que c'était un peu inutile, mais je trouve ça quand même sympa. Et puis t'as le côté, les noms que tu connais, bah t'es là, wow, Agnès Varda. Mais juste, enfin, du coup, je vais pas attendre un autre point parce que je me dis, sinon ça aura plus trop de sens. Mais juste pour rebondir sur toi, ce que tu disais, je suis pas forcément d'accord parce que je trouve que effectivement, ça va pas avancer comme si c'était des personnages qui existaient pas, où tu peux inventer une histoire avec un rythme propre à ton histoire. Là, c'est un personnage qui a une personnalité comme ça. Gene Seberg, elle avait une personnalité comme ça, et Belmondo pareil, et du coup bah en fait comme dans toute relation il y a des schémas qui se répètent, mais quand même lui, enfin il a des moments d'introspection où tu sens qu'il y a des moments où il va parler à ses potes et il est en mode en fait juste je fais genre je suis un génie mais je suis une grosse merde. Ouais, c'est une scène de 30 secondes ça. Oui mais je trouve que c'est fidèle à la vie, enfin tu vas pas genre du jour au lendemain finalement changer ta manière de faire et d'interagir avec les gens, tu vois, genre oui, je suis d'accord, peut-être mais après que un film c'est pas. Oui, il a le droit de pas aimer ça, moi je trouve. Walid a le droit, c'est ok. Il a pas dit qu'il avait pas le droit. Je suis hyper d'accord avec toi que c'est la vraie vie d'être comme ça, avec la vraie vie, cette sale race, elle se répète tous les jours, surtout pendant 20 jours, mais moi je vais pas tirer sur Walid parce qu'il aime. Voilà. Tu fais 1h30 de film, tu fais des choix de ce que tu vas montrer. Je trouve ça un peu dommage du coup de montrer la même chose, la même composante de la vie plusieurs fois, alors qu'en fait il y a quand même d'autres composantes qui auraient pu être intéressantes, tu vois. Oui, je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, moi, ça m'a pas gêné parce que je trouvais que même à la fin, Gene Seberg, genre, elle finissait par prendre le truc avec un peu plus de recul. Elle se moquait beaucoup de lui et que du coup, ça changeait un peu la dynamique. Et que je pense que lui, à la fin, elle allait quand même dire je suis pressé quand même que ce soit fini. Et genre, il se quitte un peu en froid quand même quand elle quitte le tournage. Bah non, parce qu'en vrai, elle tchatche un peu avec Belmondo. Elle a l'air d'être plutôt triste de quitter le tournage. Elle tchatche avec Belmondo quand même. Oui, mais Godard, il sait pas l'entente quand même à la fin. Non.
Ça Non, reste non, un non, peu. mais c'est La vrai relation, que- elle stagne un peu quand même. Mais en même temps, c'est tellement drôle. Et cette situation, elle est tellement drôle aussi que moi, ça m'a pas choqué parce que je me suis marré du début à la fin, Ouais. du coup. Et en fait, sur la dernière scène, par exemple, il la met dans un état. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où elle se sent pas stimulée dans le tournage et tout, mais la dernière scène, elle lui en veut de le mettre dans un état pareil d'énervement et de tristesse parce qu'ils sont pas d'accord sur le personnage. Donc je trouve qu'il l'a fait bouger sur certains points aussi, tu vois. Bah, moi je trouve pas tant parce qu'elle a quand même elle a envie de quitter le tournage tout le temps quoi. Genre elle est tout le temps en train de dire à son mari bah je veux partir et c'est son mari qui la maintient donc en fait elle est tout le temps à la rupture avec Ouais. Godard quand même. Genre c'est pas à Ouais. la fin qui fait qu'elle est en Bah, même avant le film, en fait, ouais déjà. même avant le film elle a pas envie d'y aller quoi. Mais ça limite c'est une dimension que j'aime bien. En fait ça aussi le truc par contre ça c'est une dimension que j'aime bien c'est les trucs de tout ce qui aurait pu faire que le film ne s'est pas fait. Je trouve ça intéressant de se dire bah c'est un film qui est devenu culte et pourtant bah t'as Gene Sibert qui voulait pas le faire, Belmondo qui y va un peu voilà juste parce que ça le fait marrer et Godard il le fait marrer mais en fait il a pas non plus il comprend même pas le projet du film. Ça ces trucs là je les trouve quand même un peu marrants et j'aime bien tu vois ces dimensions là. Non mais moi c'est vraiment les redondances où au bout d'un moment j'ai commencé un peu à me lasser. Mais sinon ça va. Et après sur le jeu des acteurs, moi c'est là où j'ai juste une petite nuance et puis en fait j'arrêterai là et j'aurai deux petites qualités. Ah non, j'ai deux défauts pardon encore. Donc sur le jeu des acteurs j'ai un seul Je vais défaut. couper, hein. Ça devient long, là. Franchement, faut arrêter. Premier j'ai que deux défauts. Pour finir. Le premier défaut, c'est sur le jeu des acteurs. En fait, sur les personnages que je ne connais pas, c'est-à-dire Godard, etc., je me suis dit, bah, ils jouent bien parce qu'ils me font rire, etc. Et en fait, le seul acteur qui joue une figure que je connais très bien, c'est celui qui joue Jean-Paul Belmondo. Parce qu'en fait, Jean-Paul Belmondo, j'ai vu la quasi-majorité de ses films. Et sur ce personnage-là, précisément, que je connais, bah, ça m'a sorti du film parce que je le trouvais caricatural. Genre, je me disais, putain, il est vraiment en train de caricaturer Jean-Paul Belmondo et de manière assez vulgaire et enfin pas vulgaire mais vraiment en mode très basico-basique en mode voilà l'image un peu publique qu'on a de Belmondo et là-dessus ça me sortait un peu du film et du coup je me suis posé la question de est-ce que si j'avais connu les autres est-ce que ça m'aurait fait le même effet ou pas parce qu'en fait pour moi le mec qui interprète Godard ça fonctionne parce que c'est vraiment ce que je connais à peu près de Godard cette voix nasillarde etc. Mais sur Belmondo ça me sort un peu. Oui, mais t'aurais pas pu savoir autant que Belmondo, vu que Belmondo, tu l'as vu dans C'est 250 ça, films. C'est ça. Donc, de Non, toute mais façon, voilà, t'aurais mais jamais pu... c'est un I guess we'll never know, hein, mais voilà, c'est juste je me suis posé la question de est-ce qu'il joue si bien parce qu'en fait dans la situation de Belmondo où je connaissais vraiment bien Belmondo, bah là je me suis dit quand même il joue pas très bien et il est vraiment un peu plus à côté. Et après moi la dernière défaut, mais en fait c'est l'un de mes principaux, je sais pas comment j'ai pu l'oublier, mais en fait c'est les dialogues. Le truc qui m'horripilait, c'est que c'était punchline sur punchline. Genre c'est vraiment citation.com, genre en mode chaque personnage, en mode quand il parle, il se balance des citations à la gueule sur le cinéma, sur la vie. Et Ouais, mais il ça les crédite. m'insupportait. Genre je me suis dit bon même si c'est des génies etc, en vrai ils avaient des conversations normales quand ils se parlaient, genre c'est pas en mode à chaque détour d'une conversation ils vont faire une phrase qui va rester dans l'histoire du cinéma. Et genre là ça j'avais du mal, genre et ça c'est vraiment le truc aussi qui me sortait, c'est les dialogues où en mode ça se balançait des punchlines, des citations sur le cinéma à longueur de dialogue. Moi, je le voyais plutôt comme un truc marrant et drôle de... Un peu presque too much, tu vois. Mais Ouais, moi pareil. un peu en mode Ouais. presque second degré. Grave, tellement. Parce que même eux, j'ai l'impression que des fois, ils sont un peu en mode second degré de Ouais, se de balancer fou. des grandes citations tout le temps, tu vois. Je suis d'accord, et en plus, moi, je trouve qu'à l'époque, déjà, il y avait une manière hyper littérale de parler, genre dans tous les vidéos que tu vois, et en plus, eux, c'était des mecs quand même, genre, enfin, tu le vois quand même, ils travaillaient tous Puis au c'était des cahier du tronches. cinéma, ils ont des grosses têtes, genre, moi, je sais pas, ça m'a pas choqué, je me dis, dans des milieux hyper intello et tout, genre, je vois bien Ouais. les gens se sortir des grandes ouais. tirades, genre, des grandes maximes sur qui joue, je sais pas, moi, ça m'a pas sorti des trucs, Bah, en moi tout ça cas. m'horripilait un peu genre. Au bout d'un moment là, ils veulent la nouvelle vague, on va leur donner un raz-de-marée. Il y a un truc aussi où il dit du beau cinéma ou du cinéma beau, enfin un truc dans le genre. Et ouais, non, ça c'était. Moi, Oui, j'avais ça- beaucoup ça Moi, de fait ça, mal. j'ai acheté avec le fait que je pense que c'était des mecs brillants, mais un peu horripilants. Genre, tu vois, genre. Oui, ils sont Ouais, insupportables. c'est ça. Genre, Oui. ils sont insupportables, ils sont imblairables. Et c'est ça aussi qui est magnifique, tu vois. C'est qu'en fait, leur personnalité, tu pourrais pas vivre avec eux 2 minutes parce qu'ils sont imblairables. Et les Ouais. situations, ça fait partie du truc, tu vois. Et moi, c'est ça que j'ai apprécié, justement, comme disait un peu Snéha tout à l'heure, c'est ça aussi que j'ai apprécié dans la redondance. C'est que du coup, ça a imprimé vraiment en moi
la personnalité de Godard. Hmm. Mais après, en vrai, je trouve que c'est un truc dont souffrent beaucoup de biopics ou de trucs qui essayent de raconter quelque chose de la vie. Je trouve que c'est justement des fois cette redondance, parce que je pense qu'il y a une véritable redondance des situations, mais du coup, c'est vrai que quand toi, tu vas voir un film, bah, t'es un peu en mode... faut Ouais. que ça avance, tu vois. Mais je suis d'accord, parce que je suis d'accord que moi, des fois, j'étais un peu en mode bon... Ouais. Bah, voilà. En fait, moi, le truc aussi où sur la redondance, ça me frustre un peu, c'est qu'il y a d'autres idées qu'il y a dans le film qui sont à peine effleurées, que je trouve par contre hyper intéressantes. Et je me suis dit, c'est dommage. Genre, moi, là, par exemple, l'un des thèmes du film que j'adore et que je trouve qu'il est un peu sous-exploité, c'est le côté. En fait, le film, il se fait avec 3 francs 6 sous et du bricolage. Et ça, cet artisanat-là, je le trouve fascinant. Genre, en mode rien que le truc où ils Ouais. mettent Raoul dans le truc de la poste, là, et il y a un trou pour la caméra, et le truc de on n'a pas de figurants, mais du coup, on va filmer de manière clandestine dans la rue, comme ça, les gens seront naturels, etc. Plutôt que des figurants. Bah, ça, je trouve ça génial. Et je me suis dit, je suis ressorti un peu avec une mini frustration de me dire, dommage qu'on n'ait pas eu plus d'autres éléments comme ça, de parler d'autres éléments du making-of un peu de ce film-là, que juste la confrontation de Godard qui improvise, Belmondo qui se marre et Gene Seberg qui pète son crâne, quoi. Et je me suis dit, du coup, ça prend de la place par rapport à d'autres idées qu'il a qui sont intéressantes. Enfin, moi, tout le truc d'artisanat du film, je le trouve fascinant. Genre, vraiment, ça, c'est une dimension du film que j'adore. Et j'aurais aimé que ça prenne un peu plus de place. Allez, on passe à notre 3e film. Et ben, on enchaîne, toujours en France, mais cette fois dans le futur, plus du tout les années 50, peut-être 2050 plutôt, avec Chien 51 de Cédric Jiménez. Le programme ALMA et son inventeur Georges Kessel sont les ennemis du peuple. ALMA. Reconstitution. On m'a verrouillé avec une flic de la zone 2, il faut que j'enquête avec elle. Sur l'assassin de Kessel. On a pris en chasse un véhicule noir, pas d'identité associée. Paris futur, divisé en 3 zones par classe sociale. L'IA Alma révolutionne la police jusqu'au meurtre de son créateur. 2 flics opposés doivent s'allier pour enquêter. Donc, c'est moi qui vais commencer sur la critique de Chien 51. Alors, j'essaye de faire un peu mon ressenti chronologique quand on allait voir ce film. Au début, moi, j'avais entendu beaucoup de mauvaises critiques sur ce film. Et au début, je me suis dit, oh, mais ça va... il y a c'est quand même, genre, il y a des grands décors, genre, il y a quand même un concept avec le truc... bon, c'est un peu vu et revu, hein, le truc de classe 1, classe 2, classe 3. On a déjà vu Hunger Games, enfin, bon, bref. Mais je me dis quand même, j'aimais bien un peu les tenues et tout, je rentre dans l'univers. Donc, ça va. Et là, je sais pas exactement quand s'est fait le twist, mais il y a un moment dans le film où ça twist. Et là, j'ai trouvé ça hyper grossier. Alors, le problème, c'est que je risque de refaire des... Oui, voilà, faisons un premier tour. Mais à partir du moment où il y a ce cliff, je trouve que la fin, le rythme est hyper mal géré. Il y a une sorte de précipitation. Il y a vraiment, genre, il y a des allers-retours de personnages qui ne servent absolument à rien. Enfin, il y a des personnages qui vont se mettre en danger dans des situations où ils n'ont aucun intérêt de se mettre en danger. Et pour moi, le principal point noir de ce film, c'est l'antagoniste du film. Enfin, donc je vais pas spoiler, mais c'est un antagoniste qui n'existe pas et c'est beaucoup trop frustrant et ça fait que pour moi toute la fin se termine en eau de boudin et pour terminer, on en reparlera dans les spoils tout à l'heure, mais pour moi il y a des énormes grossièretés scénaristiques à plein d'endroits et qui viennent te dire bon déjà j'aime pas et en plus là ça me fait péter un plomb, quoi. Voilà, j'ai fait gros. Non, mais avec Sné, on a parlé de long en large sur ça, donc je pense qu'on va faire une partie spoiler qui sera bien parce que je pense qu'on est tous alignés là-dessus. On va charger, je pense. Charger. Vas-y. Non, moi, je pense pour rajouter sur des propos très généraux, je dirais déjà qu'il y a un mélange des genres qui se marient pas très bien. Que parfois, c'est thriller, roman d'anticipation, parfois, c'est petites comédies romantiques au bord de la mer. Et non, franchement... T'abuses, c'est une scène. Je suis d'accord que la rupture de ton dans le film, elle ne fonctionne pas du tout. Hashtag karaoké. Hashtag karaoké. Attends, elle est géniale cette scène. Non. Moi, je l'ai kiffé cette scène. Elle est intégrée dans le montage à la Mais pourquoi pas? Mais franchement, non, mais on dirait une page de pub. Scène d'après, il est en train de courir dans un tunnel à rattraper un gars, genre. Moi, je l'ai kiffé cette scène en vrai. Mais parce que t'aimes les comédies musicales en fait. Mais non, juste, je trouvais ça stylé qu'ils utilisent le truc du futur
pour dire putain dans le futur les gars on va pouvoir faire des karaokés génial. Ok, mais dans Tu ce vois ce que je veux dire cas, enfin oui, mais c'est Géniaux, une page pardon. de publicité sur le futur, genre c'est pas un film d'anticipation quoi. Enfin, Si, je trouvais ça bien que dans un film d'anticipation du futur, il y a que des trucs de merde en mode l'IA elle nous contrôle tous, tu vois. Mais il y a aussi des trucs cool en mode on va pouvoir faire des karaokés comme si on était dans un putain de Bercy, tu vois. Non mais ça je suis d'accord avec Et lui. je trouve ça marrant, ils ont tu travaillé l'univers où il y a plein de trucs qui sont un peu inventés pour l'univers. Moi la seule nuance que j'ai par rapport à ça, c'est que je trouve que c'est dommage que tous les trucs qui sont créés dans cet univers servent au scénario. Moi je trouve qu'il y a des trucs aussi, c'est dommage de pas les inventer, enfin juste dire qu'ils existent dans ce futur-là, mais par contre ils joueront pas un rôle dans le scénario, juste ça solidifie ton univers futuriste, voilà, il y a telle technologie qui existe. Le karaoké c'est ça. Le karaoké c'est vrai qu'il sert pas, mais tout le reste par contre, sosie, tout le reste joue un rôle à un moment dans le scénario. Et ça j'ai trouvé ça un peu dommage. Ils installent pas assez peut-être aussi l'univers futuriste. C'est qu'au début moi je comprends presque pas que c'est dans le futur, tu vois. En fait, dans ce cas, oui, je suis d'accord avec vous qu'il y a un problème de rythme, c'est-à-dire que c'est beaucoup trop rapide pour après tout d'un coup vouloir ralentir et mettre 2 minutes de comment se passe l'univers futuriste. Dans ce cas, tu Après, fais un c'est truc. pas un futur très loin aussi. Là où, enfin, je défends le film alors que j'ai pas trop aimé, mais c'est pas un futur où on est dans 100 ans, quoi. Oui, mais tu vois, il y a un espèce de truc où genre il passe hyper rapidement pour nous dire, en mode par exemple au départ il a un problème avec ses briques de lait. Enfin en fait il y a tous des trucs qui sont ajoutés à la pelle comme ça pour te montrer que. Il est juste sur HelloFresh, le gars. Genre, il a un bug HelloFresh. Non, ça c'est drôle par contre. Bon bref, on n'est pas tout à fait d'accord. C'est aussi un truc du futur qui ne sert pas, mais qui est parce que le lait va pas jouer un rôle assez à un moment. drôle. Moi, je suis pas d'accord parce que je trouve que vu que du coup c'est dans un truc de thriller très rapide, les moments ils prennent du temps pour installer le monde, et ben c'est hyper bizarre. Alors que c'était un film un peu comme Le Seigneur des Anneaux où il y a des moments vraiment très lents où tu découvres des univers, où il y a des moments de musique où tu découvres des, je sais pas comment dire, genre 3 là heures de c'est film. Bah voilà, bah peut-être fallait faire 3 heures de film si t'as cette ambition. Non. Là, fallait pas faire 3 heures de film là. Faut faire des films efficaces quand t'as si peu de trucs à raconter dans ton scénario. Bah non, justement, si t'as envie de développer un monde sans avoir envie de raconter un truc en particulier, bah prends le temps de le faire. Mais je suis d'accord, Moi, je suis pas d'accord. C'est peut-être ça aussi le problème du film et le fait que ça peut-être qu'ils ont fait exprès que ça soit court parce que le scénario, il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est que du coup, en un temps aussi court, t'as pas le temps trop d'élaborer ton univers et tout ça. Bah ouais, moi je là où je suis d'accord. pas forcément d'accord avec vous, c'est que je trouve que et pourtant il y a plein d'autres défauts du film que je dirais, mais je trouve qu'il a le bon équilibre entre montrer un peu d'éléments pour installer l'univers, mais quand même avoir un film un peu efficace en termes de durée, parce que Ouais, je suis d'accord. Je trouve que quand même on parle de SF française. Et en vrai, avec le travail des accessoires, rien n'est cheap quand même. Hein. Je trouve qu'il y a des moyens, les technologies qui sont montrées, les effets spéciaux et tout. En vrai, c'est l'un des seuls points forts du film, mais c'est un vrai point fort. Genre, Ouais, je trouve moi, que je suis alignée. l'univers, il est vraiment crédible. Et moi, je trouve que l'installation de l'univers, elle est censée te servir à un seul truc, c'est y croire. C'est te croire qu'ils sont dans le futur. Et moi, je trouve que le contrat, il est rempli. C'est que j'arrive à croire qu'on est potentiellement en 2050, en 2045, et qu'après, derrière, on me raconte l'histoire. Bah, je suis pas forcément d'accord parce que je trouve que installer un univers, c'est aussi montrer comment les gens vivent et et les dérives qu'il y a pu avoir de ce qu'on a aujourd'hui. Et je trouve que par exemple un film comme Hunger Games, comme le citait Nina, c'est un film qui installe beaucoup mieux son décor et qui va avoir des moments où en fait ça ne sert pas forcément au synopsis, mais par contre tu vas comprendre. Hunger Games 1, avant d'aller au Hunger Games, c'est 2 scènes de 3 minutes chacune quand même. Non, mais t'as quand même une genèse. Tu sais qu'il y a eu une guerre, qu'il y a eu l'installation des districts, que maintenant chaque année ils prennent 2 personnes. Si, il y a quand même une mise en contexte des règles. Ouais, mais ça aide. Je suis d'accord avec Sner. Il te l'explique juste au début du film avec des écritures noires sur blanc, non? Non, c'est plus installé. C'est installé dans les moments où il y a des moments, genre par exemple quand ils prennent le train, dans des moments où tu acceptes qu'il y ait une lenteur et un moment un peu explicatif. Oui, parce que là, ils n'ont pas accepté qu'il y ait de lenteur. Ils ont voulu faire du... Bah, ils ont accepté la lenteur à des mauvais moments. Bah moi, la scène du karaoké, je la trouve parfaite. Elle est pas trop longue et pas trop courte, tu vois. Ouais, moi, elle m'a pas Moi, trop c'est plus dans le détesté, montage cette où je scène. trouve qu'elle est mal intégrée. Mais... Oui, toi, c'était un problème de montage. Bon, mes 2 derniers points, mais vraiment je serai rapide. Je trouve que les acteurs, enfin c'est rare que je me dise ça, mais je trouve qu'ils sont pas du tout castés pour les bons rôles. Enfin moi, Romain Duris en ministère de l'Intérieur, c'est impossible. Oh ouais. Impossible pour moi. Louis Garrel, Louis Garrel, le révolutionnaire d'extrême gauche.
Et je vous jure que franchement, je me suis pas souvent fait la réflexion sur des films, mais là, c'est impossible. Mais oui, mais ça casse les codes, moi. Genre, mais pourquoi ils sont à contre-emploi, mais t'y crois pas trop non plus. Pourquoi on devrait mettre, genre, parce qu'en fait, ça, c'est avec le monde d'aujourd'hui, c'est trop chiant, c'est que on catégorise les acteurs parce qu'ils sont dans la vie, parce que tu les connais bien dans la vie. En vrai, je suis un peu d'accord avec toi, mais ça veut dire que quand tu prends des acteurs à contre-emploi, il faut quand même qu'ils fassent le travail pour compenser et te convaincre. Oui. Et là, je trouve que ça marche pas totalement. Genre, Louis Garrel, au début, je me dis que ça marche. Quand Moi je le vois aussi. avec sa grosse moustache de Martinez, là, de la CGT, en vrai, je me dis révolutionnaire, j'y crois. Après, quand on le voit plus tard rasé de près avec son look de tous les jours, là je me dis non, là tu peux pas me faire croire en mode là tu sors de la Fashion Week de Il a Paris. les cheveux bouclés quand même. Non mais ça fait archi longtemps qu'il est pas allé en manif, Cédric Jiménez. Genre personne de gauche ne ressemble à ça. Bref, et mon dernier point, c'est en fait, je veux bien que t'en effaces le côté politique, mais dans ce cas, en fait, fait Avignon comme film, quoi, c'est pas possible. Genre, en plus, à la base, ce film, c'est un livre de Laurent Godet. Chien 51, c'est une adaptation. Et le livre, il est archi politique, c'est-à-dire qu'il se base sur la Grèce au moment de la banqueroute. Et en fait, il anticipe que dans un futur proche, c'est racheté par une multinationale et que du coup, en fait, le pays appartient à une entreprise qui est hyper politique comme propos. Et lui, Cédric Jiménez, il se dit, je vais complètement enlever cette partie, c'est un peu chiant. Et je vais en faire un truc d'intelligence où en fait finalement les responsables ils sont en fait c'est ChatGPT, donc c'est personne quoi. Enfin sur le avant que le film ait été créé, il prend un livre, il se dit qu'il va enlever le truc le plus intéressant du livre. Même les deux hein. Pour juste en faire un truc comme ça où genre personne n'est responsable et finalement on parle de rien quoi. Non mais ça je suis hyper d'accord avec toi, c'est qu'il fait un refus d'obstacle sur les deux thèmes principaux de son univers. En mode il y a quand même littéralement une apartheid sociale, en mode la séparation des riches des pauvres, on n'en parle jamais. Et le deuxième truc sur l'intelligence artificielle qui régit la société, genre c'est vraiment littéralement une société qui est régie par l'intelligence artificielle. Pareil, seul message, attention ça peut tourner au vinaigre quand même. C'est si vrai. Donc moi je suis d'accord avec toi que vraiment mais je sais, en fait j'arrive pas à savoir si ce mec il est contre la politique de là c'est un truc de gauche, c'est juste qu'il se dit en mode non là c'est trop à gauche là, ou alors juste en mode c'est un mec qui est amoureux d'action. Et en vrai, je trouve qu'il réalise bien l'action. En vrai, il filme bien l'action. Et en fait, il veut que ça. Mais du coup, il a choisi ce livre en se disant ça va pouvoir me faire des bonnes scènes d'action. Mais genre juste en mode il fait une abstraction de tout le reste, en mode vraiment des deux dimensions des messages de son univers, de l'univers du roman, j'imagine, je l'ai pas lu, il est en refus d'obstacle complet, genre. Et ça je suis hyper d'accord. Mais on s'en fout de ce qu'il y avait dans le roman à la base, on juge un non, film. Mais même quand tu fais un film où tu dis mon point de départ c'est en mode il y a une apartheid sociale, genre les riches, les pauvres sont dans une zone 3 où il y a de l'insécurité, où il y a de la misère, et que t'en parles jamais. Genre, ne fais pas ça alors. Genre, juste, mais si tu veux faire que un truc en mode sur l'intelligence artificielle, à la rigueur, ne fais que un truc où l'intelligence artificielle régit la justice et accompagne la police. Ouais. Je comprends pas pourquoi faire 3 zones de riches, de pauvres, si t'as rien à dire sur la lutte des classes et genre et en mode les différences sociales, quoi, les inégalités sociales. C'est un peu comme si c'était attaqué à trop gros. Ouais. Et que lui, il avait pas le budget d'aller très loin. Tu vois, genre avec le Comte de Monte Cristo. Les gens qui ont fait ça, ils sont allés très loin. Ils sont allés très loin dans l'acting, dans les décors, et ils sont allés très très loin, tu vois. Alors que là, ils sont un peu restés devant, tu vois. Le Comte de Monte Cristo, pareil, c'est un film de 2h30 et tout. Et donc, ils ont le temps d'installer les trucs et de raconter une histoire, alors qu'ici, c'était plus fait à la va-vite, tu vois. Une grande histoire, ça aurait pu être un grand conte moderne à la Blade Runner 2049. Ouais. Et c'est un peu mou du genou parce qu'ils ont voulu faire presque comme s'ils avaient voulu faire, ça aurait pu être un grand truc génial, et que finalement ils s'étaient dit bon, on va juste faire un truc de Cédric Jiménez, c'est-à-dire Bac Nord 2 dans le futur, et ça durera 1h50. Il joue vraiment littéralement son rôle dans Bac Nord, hein. C'est le même flic, hein, genre vraiment en mode exactement le même. Non mais en fait je suis d'accord, je trouve que c'est un truc il a lu une œuvre et il en a retenu genre vraiment une dimension un peu anecdotique de l'action, d'une enquête de police. Genre c'est comme si je faisais genre un remake de Une bataille après l'autre et je retenais que les courses-poursuites. Genre moi je vais faire un film de courses-poursuites en voiture. Du coup t'as un peu quand même raté beaucoup d'éléments du truc, de ton matériau de base, quoi.
Et genre, et pourtant c'est là quand même, mais il en fait rien quoi. Et ça, j'ai été assez choqué. La fin, je la trouve vraiment décevante. Genre vraiment en mode, à la rigueur, tu me fais une enquête nerveuse, etc. Et me faire une fin aussi calme et sans intérêt et rushée, je comprenais pas. À la rigueur vraiment. Et puis jusque là, je me disais, bah il filme bien l'action, il va me faire un final un peu nerveux et voilà, au moins sur l'aspect action, ça marchera. Mais là, la fin, une vieille infiltration. Une vidéo YouTube et c'est plié. Non, là je me suis dit là c'est un raté quoi. Bon, je crois qu'on est aligné sur le fait que, en fait que du coup ça partait bien. Au début ça part plutôt pas mal, mais que ça se dégrade au fur et à mesure du film quoi. Ouais, complètement. Ouais. Et bah voilà, donc peut-être regarder que la première moitié du film, je sais pas. Et puis on passe au dernier film alors. Allez, pour le petit dernier, c'est une petite dernière de Afia Herzi. Oh, j'adore, t'es tout timide. C'est quoi, un cœur brisé, c'est quoi? Moi, je te le recoue ton cœur, moi. Je sais ce que c'est de pas s'assumer, pas être bien dans sa peau, tout ça, mais à un moment, faut vivre, non? L'émancipation est une question fondamentale. C'est une demande d'être reconnu comme égaux parmi les égaux. Fatima, 17 ans, bonne élève de banlieue, intègre une fac de philo à Paris. Entre nouveau monde et tradition familiale, elle s'émancipe et devient femme. Eh ben, c'est moi qui ouvre le bal sur ce film-là. Alors, c'est un film, je vais le dire dès le départ, sur lequel j'avais beaucoup d'attentes parce que il a été à Cannes et le pitch m'intéressait, le roman de base aussi me donnait envie. Donc, il faut le dire, c'est une adaptation du roman qui est une biographie un peu fictive de Fatima Das. Et donc, c'est une adaptation. Mais j'ai été un peu déçu par le film. Je m'attendais vraiment à une claque, sachant qu'en plus, Afia Herzi, j'avais aimé Tu mérites un amour. J'avais aimé un peu ses précédents films. Et là, j'ai été un peu déçu parce que je pense que le film a un peu moins d'ampleur et un peu moins une claque émotionnelle que je ne pensais. C'est sympa, mais moins que ce à quoi je m'attendais. Donc, dans les points positifs, ce que je trouve bien, c'est que je trouve que c'est un peu un coming of age. Donc, c'est une meuf qui commence à découvrir un peu ses premiers amours, ses premiers ébats sexuels, etc. Et sur l'aspect parcours amoureux un peu tortueux, je trouve que ça fonctionne bien. J'aime bien que l'histoire d'amour au centre, c'est une histoire d'amour un peu intéressante et qu'on aille un peu au-delà de l'aspect accepter qu'elle est lesbienne. Genre ça, c'est un truc qui, même si qu'il la travaille toujours, mais dans l'histoire d'amour qui est au centre du film, elle a accepté, c'est pas des trucs classiques de non en fait je peux pas faire ça et puis la relation s'arrête. Non, en fait c'est une vraie histoire d'amour avec ses hauts, ses bas. D'ailleurs les bas ne viennent pas forcément d'elle et ça j'ai trouvé ça assez original et intéressant. Donc de ce côté-là sur le parcours amoureux j'aime vraiment et je trouve que le film est réussi là-dessus et d'ailleurs c'est porté par Nadia Meliti, l'actrice principale que je trouve vraiment bien. Enfin je trouve qu'elle joue hyper bien l'émotion, etc. Sur la thématique un peu la plus évidente au départ, qui est un peu l'incompatibilité entre sa foi religieuse et l'homosexualité, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'elle a évité beaucoup d'écueils. C'est présent, mais c'est pas surligné, ça la travaille un peu de fond, mais c'est pas non plus la thématique qui va inonder chaque scène du film, et ça j'ai trouvé ça assez intéressant et bien fait. Donc je trouve que voilà, on évite un peu les écueils, ou en tout cas les trucs qu'on voit dans les films un peu sur l'homosexualité, de l'enjeu c'est de ne pas être découvert par les parents, de que les autres, les proches ne sachent pas, etc. C'est pas ça l'enjeu du film. Et ça j'ai trouvé ça assez original, donc je trouvais ça intéressant que juste en fait c'est vraiment un film sur elle découvre sa sexualité, elle découvre ses premières relations amoureuses, elle découvre ses premières déceptions amoureuses, donc ça j'ai vraiment trouvé que ça marchait bien. Là où je suis moins positif, et après je vous laisserai enchaîner, c'est que le film est très naturaliste. Genre vraiment, la réalisation c'est limite du frère Dardenne, un peu docu. Et ça j'aime moins, enfin ça me parle moins et les plans me parlent moins. Donc c'est vraiment caméra à l'épaule, limite documentaire. Et j'ai vraiment du mal. Après sur le côté naturaliste par contre j'aime bien que ça soit réaliste, ça soit subtil, que dans les dialogues il y a un truc un peu réel, vrai. Donc ça je trouve que ça marche bien.
Mais voilà. Mais du coup, sur cette mise en scène, ça m'emporte pas. Et je pense que c'est peut-être ça l'élément, l'ingrédient qui manque pour que d'un point de vue émotion, ça m'emporte plus que dans les faits et vraiment plus que ce à quoi je m'attendais, quoi. Moi, j'ai été un peu déçue parce que je pense que j'en attendais un peu plus et je pense que on en a un peu discuté avec Walid, mais lui, il trouvait que c'était hyper fin et moi, je pense que j'avais vraiment envie de voir comment est-ce qu'elle se questionnait sur la cohabitation entre l'islam et son identité, son homosexualité. Et je trouve que du coup, comme c'est un sujet où en fait la famille elle est peut-être un petit peu mise en fond, et du coup c'est moyennement questionné et c'est vrai que c'est fin du coup, mais peut-être que moi ça m'a un peu manqué déjà sur le fond. Et après je trouve que sur la forme, pourtant je suis pas très très forte à voir quand un film est trop naturaliste ou pas, mais j'ai eu beaucoup de fois je suis sortie du film parce que je me suis dit j'ai l'impression qu'elle sait pas trop quoi faire de sa caméra et que en fait les plans qu'elle faisait ils me semblaient pas correspondre à ce qu'elle voulait dire, tu vois. Et notamment au début où ça m'a marqué, c'est la scène où ils sont devant le lycée en train de parler avec ses potes et elle fait que des plans rapprochés où il y a qu'un seul personnage alors qu'il parle en groupe et du coup tu comprends pas du tout la dynamique de groupe, qui parle à qui, et donc déjà ça m'avait marqué. Et par exemple dans les scènes d'amour, tu vois, je trouve qu'il y a une scène de sexe qui est importante pour un film qui parle de quelqu'un qui cherche qui cherche son identité sexuelle, et il y a un truc qui m'a marqué, c'est que en fait elle fait un truc où les plans se rapprochent de plus en plus, sont de plus en plus sensuels, et tout d'un coup elle fait un plan hyper écarté. Et du coup, ça te sort du truc. Et après, il y a de la musique qui arrive. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est dommage de louper, de rater des trucs comme ça qui, pour moi, qui du coup enlèvent un peu de la force au film, quoi, dans des moments d'émotion importants. Et je trouve qu'au début, par exemple, toute la période où elle est en cours avec ses amis et tout, pour moi, il y a un espèce de truc où on dirait vraiment entre les murs. Et je sais pas trop c'est assumé, hein. Elle a dit en interview que c'était son inspiration. Ouais, mais qu'est-ce que ça sert comme propos, tu vois, finalement, cette première partie-là, je sais pas. Ça m'a pas... J'ai pas compris. Et vous alors moi, ça me fait quand même plaisir, en fait, que vous ayez été un peu déçus. Non, mais moi, c'est vrai que j'en ai parlé avec pas mal de personnes et tout le monde était hyper dithyrambique sur ce film. Mais qu'est-ce qui faisait qu'ils trouvaient ça super, du coup, les gens ? C'est vrai qu'on n'est pas non plus rentré dans le détail, mais y a une fille qui avait lu le livre, elle a dit que c'était encore mieux que le livre, que c'était hyper bien traité, que l'actrice jouait hyper bien, que le sujet était hyper intéressant. Bon, c'était des discussions un peu générales. Mais moi, j'ai eu un peu le même sentiment que vous. J'ai trouvé que... En fait, je m'attendais vraiment à une dinguerie. Et je suis d'accord avec vous que j'ai trouvé que ça tombe pas dans des écarts, que tout est relativement bien traité, mais j'ai trouvé ça un peu fourre-tout. J'avais un peu... qu'elle traite quand même vraiment plein de sujets. J'ai trouvé que j'avais un peu déjà vu. Je sais pas, je m'attendais à un truc un peu original que j'ai pas eu. Malgré qu'il y a des trucs, genre par exemple les scènes de fête, genre j'ai quand même trouvé ça sympa. Il y avait vraiment des moments où ça me donnait un peu... je trouvais que ça me donnait quand même un peu envie de vivre. Genre je trouvais ça agréable par moments. Il y a un deuxième chose, c'est que elle, l'actrice, malgré que je trouve qu'elle joue très bien, malheureusement, je retrouve un peu un truc qui me gêne chez Assia Hersi en tant que comédienne aussi. C'est une froideur un peu permanente et une incapacité à donner qui... je suis sûre qu'il y a des gens comme ça, mais moi, en fait, au bout d'un moment, ça me saoule. Genre, au bout d'un moment, je suis en mode, c'est pas possible de rien donner comme ça. En fait, genre, je te suis pendant 1h30, donc je n'en peux plus, en fait. Et du coup, j'ai vraiment le même sentiment avec Assia Hersi, et que j'avais moins d'ailleurs dans Le Ravissement. Mais ça m'a un peu... je sais que ça m'a aussi un peu sorti du film. Ouais, mais parce que là, en plus, elle joue quelqu'un qui est très renfermé et qui connaît pas les choses et qui ne sait pas quoi penser, quoi dire, quoi faire. Ça. Et donc, ça accentue le refermement.
et le fait de rien donner. Ouais, Tu vois. qui a des tumultes intérieurs, mais qui a même pas la force de mettre des mots dessus, qui arrive pas à l'exprimer, ouais. Mais je sais que ça sert son propos et en même temps, du coup, je trouve que ça facilite les choses un peu d'être tout le temps comme ça, taiseux. Du coup, bah, y a rien, quoi. Enfin, y a rien. Ouais. Du coup, des fois, après, pour faire un tout petit peu le contrepoint de ce que je disais, il y a une scène que j'ai bien aimée. J'aime bien la scène avec la mère à la fin. Ah ouais. Moi aussi, ouais. Ça marche bien. J'ai trouvé que c'était touchant. Elle la pousse à dire et en même temps, elle veut pas trop savoir. Genre, j'ai trouvé ça quand même assez fin. Et elle m'a émue, cette scène. Alors que j'avais du mal à être émue, celle-là, elle m'a émue. Et par exemple, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense à un film comme La vie d'Adèle qui est à peu près sur des tranches, où c'est une femme aussi qui découvre son homosexualité et qui a une première histoire d'amour. Est-ce que vous avez une préférence ? En fait, moi, je me rappelle pas hyper bien de La vie d'Adèle, mais j'ai l'impression que ça arrivait à un moment. Après, peut-être que c'était par rapport à mon âge, mais j'avais l'impression même dans la société que c'était vraiment nouveau. J'ai l'impression que c'était vraiment nouveau et que ça venait vraiment mettre une claque. Genre moi, quand j'ai vu ce film, ça m'a quand même vraiment enfin tu vois, j'en garde quand même, enfin même si j'ai un peu oublié l'histoire, je garde vraiment des scènes en tête et tout. Ça m'a quand même je sais pas, ça m'avait vraiment marqué. Là, celui-là, je l'aurais oublié dans 2 mois. Ouais, rien de nouveau en fait, rien de nouveau. Ouais. Non, mais sur le traitement du sujet, ouais, je suis d'accord qu'il n'y a pas forcément d'éléments en plus. Et même les plans à la Gay Pride ou des choses comme ça, c'est quand même des trucs que tu as beaucoup vu, de la célébration de la culture queer et des festivités autour. Enfin, je dis pas que les films ils doivent toujours apporter des trucs hyper nouveaux, mais là, c'est vrai un peu de nuance, quoi. Ouais. Un peu de nuance, un peu de finesse. Alors que là, je vois pas beaucoup de finesse, tu vois. La scène avec l'imam, il y a pas beaucoup de finesse, hein. Bah à la rigueur, là où il y a une finesse, c'est quand même qu'il est pas en mode genre le cliché de l'homme des cavernes qui lui dit non mais c'est impur, c'est horrible, faut pas faire ça, tu vois. Oui, mais il apporte dit pas un peu ça, plus mais il de le nuances pense. quand même. Il le dit pas, mais il le dit par 4 chemins, mais il le dit du coup. Que c'est mal dans l'islam. Oui, mais tu vois, il lui apporte quand même un peu de. Oui, il met les formes en vrai. Mais même au-delà des formes, il met un peu de nuance où il dit bah voilà, tu restes quand même une musulmane, etc. Oui. Tu vois. Mais en même temps, moi, je m'attendais à ça. Je m'attendais pas à ce qu'il devienne un animal et qu'ils disent c'est mal. Ouais. Mais bon, ça aurait pu être un écueil, tu vois, dans un film comme ça, ou en mode. Ouais. Mais bon, je suis d'accord que c'est pas forcément une qualité d'un film d'éviter un piège, quoi. Enfin, d'éviter de faire un truc nul. Mais bon. On est bon pour ce mois-ci ? Eh oui ! Et ben, c'est tout bon pour ce mois-ci avec des débats un peu âpres sur nos 4 films, même si en fait, en définitive, on était quand même assez d'accord, mais bon, il y avait quand même des échanges intéressants. Et ben, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un programme qui s'annonce aussi pas mal chargé, intéressant. Et puis, salut ! Salut ! Salut ! Bye.